Bonsoir. Bonsoir à tous. Patrick, je suis ravi de t'accueillir sur cette belle scène du TEDx de Châteauroux pour une conversation qu'on voulait inspirante, et ça j'en suis sûr, et qu'on voulait aussi un peu plus intimiste, même si Patrick, il y a 250 amis avec nous qui vont t'écouter. Comme si t'étais pas là. Voilà. Et puis que ça va être, je crois, relayé en audiovision. Super, merci. Un peu partout. On ne se connaît pas. C'était la règle que nous avait fixée le TEDx. Donc on ne s'est pas rencontrés avant. On s'est rencontrés juste avant de monter sur cette scène. Et moi j'en ai profité pour demander à l'équipe de TEDx de quoi il fallait qu'on parle. Et l'équipe m'a dit, il faut que vous parliez de Dole. Alors, ce sur quoi je leur ai dit, oui, de la ville dans le Jura. Et ils m'ont dit, non Stéphane, l'animal. Donc j'ai dit évidemment, l'animal. Donc ma première question, Patrick, sera, et tu me pardonneras, aussi directe que candide. Qu'est-ce qu'un dole ou qu'est-ce qu'une dole? Et peux-tu nous raconter ta première rencontre avec cet animal à poil, à plume ou à écaille, je sais pas. Alors, en toute subjectivité, le dôle, c'est le plus bel animal qui puisse exister au monde. Ça, au moins, vous êtes fixé. Non, c'est un chien sauvage d'Asie, en voie de disparition extrême, et qui ressemble, on va dire, physiquement à une espèce de mélange entre un physique de renard et un comportement de meute de chien. Et la première fois que j'ai observé cet animal, c'est dans un parc animalier en Hollande où je me rendais pour aller chercher des animaux pour la réserve de la Haute-Touche où je travaille. Et je dois avouer que automatiquement, immédiatement, je suis tombé amoureux de cette espèce. Et je n'ai fait que travailler les 2 années qui ont suivi au harcèlement de ma direction pour qu'elle accepte qu'on les fasse venir à la Haute-Touche. D'accord. Qu'est-ce qui t'étonne quand tu rencontres cet animal? Ou pour... tu vois, pour reprendre le thème du vivant, est-ce que cet animal est vivant? Ce qui m'étonne, c'est qu'il déborde de vie. Ouais. Ce qui m'étonne, c'est que déjà, je ne le connais pas. Alors, j'ai pas la science infuse, mais j'adore les canidés et je ne connais pas cette espèce et je la découvre. Et surtout, on la connaît très peu à l'époque. C'est encore quelque chose à découvrir. Et il y a ce terrain-là qui m'a beaucoup attiré, c'était découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas encore à notre époque, ce qui est plutôt rare, et d'avoir envie d'approfondir le sujet devant effectivement cet animal qui vit en meute et qui est ultra vivant avec énormément d'interactions, et ce débordement de vie m'a vraiment attiré. Et pourquoi on ne connaît pas? On ne le connaissait pas parce qu'il y en a très peu. Moi, je les connais, je les apprends en 2003. En 2003, c'est une espèce qui est quasiment pas présentée. Il y en a plus que un peu plus de 2000 dans le monde entier, dans la nature. Il y en a à peine 150 en captivité à l'époque, et donc personne ne le connaît parce que c'est pas un animal très intéressant. C'est pas du tout mon avis, bien entendu, mais parce que quand on veut avoir des chiens sauvages en parc animalier, en Europe, on va plutôt travailler sur le loup, qui a une historique et quelque chose d'intrinsèquement attirant pour nous. Et le dôle, ça m'a fait cet effet-là. Voilà, c'est le côté hypnotique de cette espèce que j'ai voulu découvrir petit à petit. Est-ce que pour être éthologue, il faut être touché par un animal? C'est-à-dire que est-ce que ton métier, c'est d'étudier les animaux? Est-ce que c'est un sujet comme un autre, ou où il faut de l'émotion? Non, ça n'a jamais été un sujet comme un autre. Moi, quand j'ai commencé, je ne suis pas super vieux, mais j'ai des cheveux blancs déjà. Et donc, quand j'ai commencé, l'éthologie, ça n'existait pas en France encore. Et moi, je voulais juste devenir explorateur de la nature en observant des animaux dans la nature, parce que mes grands-parents m'ont appris à découvrir et à observer. En fait, pour ceux qui sont de ma génération, je voulais être cousteau sur Terre. Ouais. Voilà, parce que j'aime pas l'eau, donc je voulais faire ça sur Terre. Et donc c'est forcément quelque chose qui vient de l'intérieur, parce que les espèces animales dans la nature, elles ne nous attendent pas et elles nous acceptent même pas forcément. Elles ont un peu peur de nous, et donc c'est des moments passés dans la nature qui peuvent paraître très longues pour observer ne serait-ce que parfois un animal. Je parle même pas du dôle pour l'instant, et ça rebute certaines personnes. Moi, je suis un peu contemplatif, j'aime bien m'asseoir dans la nature des heures et observer les trucs qui se passent, donc ce métier m'allait bien. Ouais. Et éthologue, c'est observer le comportement des animaux? Éthologue, c'est observer, puis après analyser et comprendre le comportement de différentes espèces animales
dont nous faisons partie aussi. Quelles sont les méthodes d'observation? Tu es à la jumelle, tu te caches Ouais. dans les arbres, tu te Oui, déguises en dôle? Ça dépend où on se trouve. Dans la nature, oui, on voit des traces. Après, je vous cache pas que les dôles, ça fait 10 ans que je travaille dessus, que j'en ai pas encore vu un seul dans la nature, tellement il y en a peu. Mais j'ai travaillé sur les loups et les loups, oui, on se cache. Je vous donne une petite astuce. Je m'étais enduit les vêtements et le corps de boue dans laquelle les cerfs venaient uriner dedans pour marquer leur territoire. Bien. Et ça cachait mon odeur. Alors, je vous cache pas que ça sentait très fort pendant 2 jours. Mais pendant 2 jours, j'ai pu suivre une meute de loups, du coup. Donc, parfois, il y a des astuces un peu étranges. Ouais. Tu parles de meute, tu peux nous expliquer comment fonctionne une meute? De dôle ou d'autres animaux? De dôle ou de loup, les meutes sont un peu différentes, mais c'est des meutes assez hiérarchisées, avec un couple dominant qui, en fonction de l'espèce, pour le loup en tout cas, est le seul à avoir le droit de se reproduire. Et puis ensuite une hiérarchie assez linéaire, avec des fluctuations de dominance en fonction des individus jusqu'à la génération en devenir, les jeunes qui vont pouvoir monter petit à petit dans l'ordre hiérarchique. Et chez les dôles, c'est un petit peu la même chose, mais avec une différence assez importante où il y a deux hiérarchies différentes, avec une hiérarchie mâle et une hiérarchie femelle, indépendantes l'une de l'autre, où les deux sexes se retrouvent seulement au niveau du couple dominant. Donc, ce qui veut dire que chez les dôles, quand il y a un problème, tout se résout au sein du même sexe. Voilà, c'est un peu une mentalité asiatique pour le dôle. Tu nous disais que les dôles étaient pratiquement tous en parc fermé, en captivité. Toi, tu arrives à observer des comportements qui sont innés et acquis? Ah oui, bien, chez les dôles, c'est compliqué. Alors, chez toutes les espèces, il y a des comportements innés, donc qui sont fixés par la génétique et qui, dès la naissance, peuvent s'exprimer. Ce sont souvent des comportements de survie. On comprendra bien que, instinctivement, quand on voit un danger, on court. Encore faut-il savoir courir à l'âge où on va rencontrer le danger. Ça, c'est des comportements innés. Et puis après, il y a les comportements acquis sur lesquels qu'on va développer, qu'on va perfectionner en fonction de nos expériences. Et le dôle le fait aussi, bien entendu. C'est compliqué de dire sur le dôle, il y a des comportements acquis puis innés. Il y a de l'inné qu'on suspecte pas forcément tout le temps, et puis on voit bien l'évolution des comportements par rapport à l'expérience de chacun. Ouais. Le but ultime, c'est de les réintroduire dans la nature ou pas du tout? Actuellement, le but ultime, c'est d'abord de les protéger dans la nature, puisqu'on estime qu'il y a moins de 2100 dôles aujourd'hui dans toute l'Asie. Donc mon travail, c'est vraiment de les protéger dans la nature avec les gens avec qui je travaille sur le terrain, parce que c'est pas moi qui vais sur le terrain tout le temps, on a des scientifiques dans chaque pays où il y a des dôles. C'est de protéger l'environnement, protéger les dôles, et bien entendu travailler sur le côté social et interaction avec les populations qui partagent leur territoire avec les dôles. Parce que si on veut protéger le dôle, il faut d'abord essayer de protéger les populations humaines qui sont sur leur territoire. Parce que le dôle, s'il est en voie de disparition, c'est qu'il n'a plus beaucoup de proies, parce que les humains qui ont faim chassent les mêmes proies que les dôles, et que si on veut sauver cette espèce, il faut d'abord permettre aux populations humaines d'avoir suffisamment à manger, et ne pas penser que à la survie, et penser à une autre vie, où on peut manger, on a à manger, on peut prendre du temps, et à ce moment-là, le temps, peut-être qu'on le passera plus à la protection de son environnement. C'est-à-dire que si une espèce animale décline, c'est à cause de l'homme? Très souvent, je ne vais pas dire forcément c'est à cause de l'homme, mais c'est la présence de l'homme qui va induire beaucoup ces problèmes, que ce soit direct ou indirect. L'homme exploite et utilise son environnement en fonction de ses besoins. À nous de redéfinir parfois nos besoins. J'ai été très attentif à ce qui s'est dit tout à l'heure, et je suis totalement d'accord. À nous de voir quels sont nos réels besoins et peut-être les minimiser un petit peu. Et puis, oui, parfois, dans certaines populations, pour vivre, on doit exploiter l'environnement, et c'est régulièrement au détriment des espèces animales, bien entendu. Alors, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas, sur le vivant, une mutation qui se fait sur les milliers ou millions d'années, où il y a des espèces qui disparaissent, qui mutent, et est-ce que c'est pas le cycle de la vie d'avoir des espèces qui disparaissent? Si, totalement. Totalement. Et on a 5 extinctions décrites déjà sur Terre, avec des grands effets, glaciation, des volcans qui se mettent en fonction. Si, bien sûr, c'est naturel, sauf qu'actuellement, la disparition de la nature, elle se multiplie en rapidité par plus de 100. Et on sait mesurer aujourd'hui l'impact de l'homme sur cette rapidité d'extinction qui
qui serait la 6e grande extinction et et c'est pas un jugement, c'est juste une observation qui est induite par la surexploitation des ressources par les humains. Mmh. Et quel serait l'impact si les dôles disparaissaient aujourd'hui ? Le dôle, c'est un peu comme le loup, hein. C'est un maillon de la chaîne environnementale, c'est un régulateur des espèces herbivores, et que si le dôle disparaît, ou le tigre aussi, hein, dans les mêmes régions, les proies risqueraient de prendre un peu plus de place, et vu la dégradation des systèmes forestiers en ce moment, si on a beaucoup d'espèces végétariennes, ça va dégrader énormément l'environnement forestier, et toutes les espèces animales en pâtiront, bien entendu, et l'homme, bien entendu, à la fin aussi. Mmh. Tu parlais de protéger l'animal. Tu peux nous donner des exemples concrets de ce que tu fais au quotidien pour protéger cette espèce ? Alors moi, au quotidien, je travaille déjà à avoir une population de certaines espèces dans des parcs animaliers. Alors le dôle, je vais me la péter un peu, mais le dôle, j'en suis responsable au niveau international dans les parcs animaliers. Donc mon travail, c'est de faire en sorte que dans les parcs animaliers du monde, on ait une population de dôle saine, viable et potentiellement réintroduisible si on a besoin un jour. Et à côté de ça, je suis en lien tout le temps avec les scientifiques sur le terrain pour développer des projets de protection d'environnement. Et en ce moment, énormément de projets d'éducation auprès des jeunes populations en Asie pour essayer de changer l'état d'esprit des gens. Et que les gens comprennent ce dôle, il utilise parfois ses propres forces pour se protéger, pour survivre, et que c'est des choses qui sont parfois décriées par les humains, parce que quand on voit des dôles chasser, tuer une proie, et même parfois, sans vouloir être choquant, consommer sa proie alors qu'il ne l'a pas encore tuée, mais parce qu'il est obligé de manger super vite, parce qu'autour de lui, il y a des tigres et des panthères qui partagent le territoire, c'est choquant pour l'humain, et du coup on se dit, le dôle, c'est un être horrible et un petit peu impropre à vivre. Et ça, on essaye de changer l'état d'esprit des jeunes générations pour que plus tard, en développant leur système social et économique aussi pour les populations humaines, plus tard ils se disent, ce dôle, il a peut-être une place parmi nous, et puis il a un rôle qu'on n'imaginait peut-être pas, parce qu'on a tendance à facilement le détester, parce qu'il est un peu dangereux pour nos troupeaux. Et quand on fait abstraction de ça, parce que peut-être nos troupeaux seront protégés, quand on fait abstraction de ça, le dôle, il est plutôt sympa, mine de rien, et il a un rôle important dans la forêt dans laquelle je vis. C'est un animal qui est uniquement asiatique ? Oui, c'est uniquement asiatique aujourd'hui, en sachant que historiquement, ou préhistoriquement, il y a 35 000 ans, nous avions des dôles dans le sud de la France, en Espagne, en Italie. Mais une grande glaciation les a fait totalement disparaître. Aujourd'hui, on les trouve qu'en Asie. Oui. D'accord. On a trouvé des traces de squelettes ? On a trouvé des dents de lait, on a trouvé des os de proies rongés par des carnivores. Et les archéo-anthropologues se sont posé la question sur... ça ressemble à rien, ces traces de dents sur les os des herbivores. Ça ressemble pas aux ours des cavernes, aux lions, aux hyènes des cavernes qu'on connaissait. Et certains ont émis l'hypothèse, ça pourrait être des dôles. Je sais pas pourquoi ça leur est venu à l'esprit. Et on a testé ça à la haute touche, où on a donné des os de mouton à ronger aux dôles, on a comparé. On a récupéré quelques dents de lait de nos jeunes dôles, et en comparaison, on a bien observé que c'était effectivement des dôles qui étaient dans le sud de la France il y a quelques dizaines de milliers d'années. Ok. Tu parlais de la Haute Touche, qui est une réserve animalière dans le Berry, pas loin d'ici. Comment tu qualifierais ce lieu où tu travailles ? De fabuleuse. Non. C'est une réserve un peu particulière, dans le sens où c'est une réserve qui appartient au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, et ce qui veut dire qu'on n'a pas la contrainte ultra touristique qu'un parc animalier privé a besoin. C'est une entreprise qui doit faire vivre, donc il faut venir des espèces qui vont particulièrement attirer le public. À la Haute Touche, on n'a pas cette contrainte-là, donc on peut se permettre de faire venir des espèces qui sont moins sexy pour les visiteurs, mais qui ont un besoin de protection biologique que la Haute Touche peut leur apporter, parce qu'on a c'est plutôt un laboratoire de recherche sur la conservation des espèces qui a ouvert pour protéger les espèces animales, et qui seulement quelques décennies plus tard a ouvert au public pour expliquer quelle était notre mission et nos travaux dans le monde entier, parce que le muséum travaille dans le monde entier aujourd'hui. Et cette proposition du vivant qui est faite aux visiteurs, comment elle s'organise ? Qui choisit les espèces ? Là, on est en train de réfléchir sur les 10 ans à venir, donc on va travailler tous en groupe avec tout le personnel du parc. Mais avant, c'était des petits coups de cœur parfois. Alors, des petits coups de cœur. Le dôle, par exemple, je ne conçois pas de travailler dans un parc où il n'y a pas de dôle. Je ne conçois pas de travailler dans un parc où il n'y a pas de lémurien, parce qu'on travaille sur plein de projets à Madagascar. Donc ce sont des coups de cœur, mais on choisit les espèces parce qu'elles ont un besoin d'études. C'est une espèce en voie de disparition et de réintroduction. Donc on va choisir ça comme ça.
Et puis après, aussi parce que ce sont des espèces qui vont nous servir à sensibiliser les visiteurs. Et ça, c'est mon côté éthologique et pédagogique en même temps, ma sensibilité personnelle, où moi j'aime bien que les gens, quand ils viennent observer les animaux, ce soit de l'émotionnel d'abord. Donc je vais essayer d'abord de vous attraper par l'émotion. Faites attention si vous venez. Et une fois qu'on vous a un petit peu attrapé à l'émotion, c'est super facile de discuter ensemble des espèces animales en toute objectivité pour le coup, même pour le dôle. Oui, parfois c'est dangereux pour certains aspects de notre vie, mais objectivement, quand on parle des espèces, elles ont quasiment toutes encore leur place. Tu parlais d'émotion. Le bien-être de tes dôles améliore ton bien-être à toi? Ah, carrément, il n'y a pas que les dôles. Non, mais le bien-être animal en parc animalier, et en général, c'est un aspect qui est ultra important, qui est pris en compte de façon beaucoup plus importante aujourd'hui. Et oui, bien sûr, moi si je vois des animaux qui dans leur comportement sont mal, ouais, ça me rend mal effectivement. Et on disait comment est-ce qu'on se sent heureux. Je dois avouer, quand je vois des animaux qu'on a dans un parc animalier à la Haute-Touche, qui je ne veux pas dire heureux parce que je ne veux pas faire un report de sentiments, mais en tout cas qui ont des comportements qui correspondent à leur comportement naturel, ouais, ça me rend heureux bien sûr. Et summum de tout, pour certaines espèces, quand on les relâche dans la nature et qui retrouvent leur environnement, ça me rend particulièrement heureux. Un dôle, il doit réapprendre à être dans son espace naturel, c'est-à-dire qu'il doit réapprendre à intégrer une meute? Ouais, alors, la vie en meute, il la connaît, il n'y a pas de problème. Par contre, si un jour on réintroduit des dôles dans la nature, il y aura un gros travail à faire sur le réapprentissage de la chasse. Il faut qu'il apprenne à chasser, et ça sera compliqué. On a des astuces, mais ce sera compliqué. Donc pour l'instant, c'est vrai que la politique, c'est de protéger le dôle dans la nature et espérer qu'on n'ait jamais besoin d'en réintroduire. Voilà. On garde une population au cas où, mais si on peut ne pas la réintroduire parce qu'on a bien protégé sur le terrain, c'est top, quoi. Quand tu dis on a des astuces? Oui, moi j'ai travaillé au Canada un petit peu où on relâchait des loups. Et l'astuce, c'était d'avoir des loups dans un immense enclos de plusieurs centaines d'hectares, de leur catapulter des morceaux de nourriture pour pas qu'ils voient des humains déposer la nourriture. Le catapultage, c'est parfait parce que ça va pas trop, ça attirait pas sur les loups, hein, rassurez-vous. Et c'est jamais à la même heure, c'est jamais au même endroit, il n'y a pas d'habitude alimentaire. Et puis une fois qu'ils ont commencé à apprendre à chercher la nourriture comme ça, on va à ce moment-là relâcher des proies vivantes pour que les loups réapprennent à chasser. Et c'est les conditions obligatoire pour qu'on puisse relâcher des carnivores. C'est pour ça que pour l'instant c'est un peu limité. Pour des carnivores, on va faire plutôt ce qu'on appelle des translations. On va capturer des carnivores dans des endroits où ils sont très nombreux et les relâcher dans des endroits où ils ont quasiment disparu. Ils sont déjà sauvages, ils savent se débrouiller. Toi qui travailles à la Haute-Touche, quelle espèce te touche outre les À part les dôles non. En fait, alors j'ai deux espèces particulières à mon cœur qui sont bien sûr les dôles, parce qu'ils me font vivre aujourd'hui, intellectuellement, moins pécuniairement, et puis les lémuriens, parce que les lémuriens, c'est grâce à eux que j'ai mon diplôme d'éthologie. J'ai commencé avec les lémuriens, j'ai commencé sur des projets à Madagascar avec les lémuriens, c'est mon espèce qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis après, j'ai tendance à dire, parce que les enfants posent beaucoup cette question, et j'ai souvent, je vais leur dire, en fait, j'ai peut-être des espèces qui sont un petit peu au-dessus du panier, que j'aime particulièrement, mais j'aime bien aimer toutes les espèces, en fait. Et il y a des espèces qui me tiennent encore plus particulièrement à cœur, c'est les espèces que les gens n'aiment pas, et je trouve ça fabuleux, le pari de vous les faire aimer, en essayant d'entrer un peu dans leur vie intime pour que vous compreniez quelles sont leurs vraies situations et leurs vrais comportements. Un exemple? Le serpent, c'est simple, hein, mais exemple, l'araignée, par exemple. Les araignées, même moi, personnellement, j'étais pas super rassuré quand j'avais une grosse araignée sur la main. Je me suis forcé à aller voir quelqu'un que je connais au muséum, qui est une spécialiste des araignées, et elle m'a fait vivre une journée araignée topissime, où j'ai pu manipuler les araignées, elle m'a fait comprendre quelle était la vie d'une araignée, comment elle comprenait son environnement, et en fait, elle sait même pas qu'on existe, elle a aucune méchanceté, ce sont pas des poils qu'elle a sur le corps, c'est du velours, c'est tout doux, c'est de la soie, et en apprenant tout ça, aujourd'hui, une araignée me monte dessus, c'est cool, c'est sympa. Non, mais les vautours, les gens n'aiment pas les vautours, j'adore apprendre. Voilà, mais faut pas me lancer là-dessus parce que. Non, on va pas finir. Est-ce qu'on n'a pas tendance à humaniser un peu les animaux? C'est-à-dire que tu vois, les gens qui ont des chiens ou des chats, on dit souvent il est câlin, il est jaloux, il est.
Il est peureux. Oui, on a ultra tendance à humaniser, transmettre sur les animaux des comportements ou des sentiments humains. Sur certains, moins, mais non. Après, il y a deux dimensions. On a tendance, effectivement, à dire mon chien, c'est comme mon fils. Le chien, il ne vous considère pas comme sa maman ou son papa, il vous considère comme son dominant, et c'est pas du tout péjoratif. Il adore ça, avoir un dominant. Et puis d'un autre côté, aujourd'hui, j'arrête de dire ne prétends pas des sentiments aux animaux. On a des preuves scientifiques, on a des articles, on a des observations de sentiments ressentis par des animaux, de l'empathie. Ça existe tout ça. Mais il ne faut pas non plus les bêtifier en les transformant en poupons ou en poupées. D'accord. Alors on me dit dans l'oreillette qu'on a dépassé le temps imparti. J'avais une dernière question, Patrick. Je voulais savoir... Sacrée oreillette quand même. Oreillette jaune. Je voulais savoir ce que les dôles t'avaient appris. Les dôles, ils m'ont appris c'est horrible. Ils m'ont appris un respect familial, un respect hiérarchique, un respect de groupe, où c'est pas l'individu qui compte, c'est la meute, c'est l'ensemble. Et ça m'a pas mal appris à vivre un peu mieux avec la société humaine, en ne pensant pas qu'à moi, mais en essayant de construire ensemble. Ok, d'accord. Mais en tout cas, l'idole de la haute touche, du Jura ou d'ailleurs, te remercie beaucoup pour ce que tu fais, Patrick, pour ce que tu es aussi. Une vivante ovation pour Patrick Roux, s'il vous plaît. Merci beaucoup.